Bonjour Michel. Bonjour Fanny. Comment vas-tu ? Très bien. Comment tu te sens là, avant de démarrer cet épisode ? En fait, je me pose la question de la question que tu vas me poser. T'essayes d'anticiper alors que moi, je suis en train d'essayer de recevoir ce que ton cœur va vouloir partager. Ah oui, non, moi je sais pas du tout s'il y a un thème, s'il y a une direction qui va être donnée. Donc voilà, il m'en faut une néanmoins. Ouais, bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je vais commencer à te poser peut-être des questions ou en tout cas t'inviter à partager sur certains sujets. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Un peu comme un... J'aime bien, tu sais, utiliser l'image de l'escargot où ça part tout petit et puis ça grandit. Et au début, tu sais même pas, tu vois ce que ça va être l'image finale. Moi, je le sais qu'à la fin. Tu le sauras qu'à la fin aussi, c'est un peu la magie. Et c'est aussi de sortir de la tête, tu vois. Ok. L'idée, c'est vraiment la tête au service du cœur. D'accord, très bien. Quand je te dis ça, déjà, la tête au service du cœur, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque, alors si je prends le côté entreprise, si on prend ça, puisqu'on s'était connus via l'entreprise, c'est que je pense pas que tu fasses les choses dans une entreprise, même si tu sais, tu as un mode opératoire ou tu as l'habitude de procéder de telle et telle manière. Je pense pas que ce soit complètement déconnecté de tes valeurs, de tes sentiments, et voilà, bien qu'on t'apprenne quand même de ne pas être trop sensible ou de pas de laisser emporter tes décisions sur le cœur. Mais ça y contribue indéniablement. Sinon, tu serais pas à la limite humain et exactement. Voilà, ce serait déshumanisé. Ouais, tout à fait. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a eu des fois où justement tu avais la sensation que c'était le contraire, c'est-à-dire que c'était vraiment que ta tête qui décidait au détriment parfois de ton cœur, peu importe le domaine de vie? Non, jamais. Non, jamais. C'est toujours... il y a toujours... Ça procède de qui tu es, ce que je te disais, de tes valeurs, et même sur des décisions que tu prends. Il est arrivé des fois de prendre des décisions qui sont à contre-cœur, pour le coup. Mais voilà, c'est pas le truc agréable. Mais... tu dois le faire. Alors pour être plus clair encore, si tu es dans une équipe avec des gens qui ont leur histoire, mais tu sais que ça ne pourra pas continuer. Tu sais que ce que tu vas leur dire, ça va leur faire mal, et donc toi dans ton cœur, tu es pas à l'aise, parce que tu serais plus à l'aise bien sûr à donner du positif, à féliciter, mais pour le coup là, tu te dis bon, c'est pas possible. Alors comme tu rationalises derrière et que tu peux pas continuer être uniquement dans j'ai donné, j'ai fait mal. Ouais. Et j'ai pris une décision difficile, dure, et en même temps tu dis mais c'est peut-être aussi aidant pour lui. Même si sur le moment ça fait mal, mais au bout du bout et le temps passant, c'était peut-être nécessaire. Donc voilà. Mais quelque chose qui ne soit pas animé par le cœur, non, c'est pas mon fonctionnement. Après, je l'ai entendu la réflexion, il est pas humain. Ouais. C'est quoi, il est pas humain, tu vois ? Non, mais c'est vrai ça. Et voilà. Mais comme dans tout, ce qui est gênant, c'est les extrêmes. C'est-à-dire trop de cœur ou pas de cœur. Ouais. Alors, et les deux ont leur côté et positif et négatif. C'est ça qui est assez hallucinant. Ouais. Alors, je dirais que c'est peut-être ce que tu cherches dans la vie, généralement, l'équilibre. L'équilibre de vie, c'est peut-être ce que tout le monde cherche. Et le cœur, et on peut le ramener à l'amour, quand c'est trop, c'est très dangereux. Ouais. Quand c'est trop peu, c'est aussi dangereux. Ouais. Et alors, va dire où est l'équilibre. C'est pas facile. Et d'ailleurs, est-ce qu'un équilibre est statique ? Non, pour moi, c'est tout le temps une balance. Par contre, c'est que si on fait un up très fort et un down très fort, je trouve que c'est ça qui est difficile pour le système nerveux. Oui. Puis, j'ai un exemple. J'avais un collègue qui, comme j'ai une certaine écoute,
Alors là, ça me va bien de parler tout le temps. Mais j'ai un collègue qui discutait beaucoup avec moi. Je sentais que ça lui faisait du bien, donc je dis OK, je l'écoutais. Et quand il me parlait au démarrage, il me dit oui, j'ai une famille formidable, j'adore ma femme, j'adore mes enfants. Et je me dis waouh, il en fait beaucoup pour. Et puis au fur et à mesure, l'image se craquelait. Et une fois, il me raconte que son fils était anorexique. Et c'est très rare qu'un garçon soit anorexique. Généralement, c'est plutôt les filles. C'est vrai que ça touche davantage les femmes. Ouais. Et donc, lui, il travaillait à Paris. Sa famille était à Lyon. Il avait un gros poste à Paris. Et donc, le gamin, il a dû avoir quelque chose dans le relationnel et dans le dosage de l'amour. Et donc, il a exprimé par la nourriture. Et ils l'ont amené à l'hôpital, je crois que c'était Necker. Et le psychiatre lui a dit vous ne voyez pas votre enfant pendant 4 mois. Parce qu'il avait besoin de le reconstruire. Et au fur et à mesure qu'il me parle de ça, là où il me disait juste avant, et je vois qu'il s'enflamme, et il me dit, mais de toute façon, c'est à cause de ma femme, parce que elle a détérioré mon image vis-à-vis de mon gamin. Et tu vois, quand on cherche l'équilibre, là, il était très déséquilibré dans ce qu'il exprimait par rapport à la réalité, ce qui permettait de poser un doute et en même temps de bien montrer que le trop, voilà, est compliqué et dans le cœur, oui, c'est ça. Alors, les gens qui sont toujours à dire ah, je t'aime. Voilà, c'est quoi la modulation là-dedans? Non, mais c'est clair. Et trouver cet équilibre, c'est pas évident. Et aussi, tu vois, ça me fait rebondir sur... moi, je sais que pendant tout un temps, je croyais ce que je voyais, tu vois. Je faisais pas suffisamment confiance à mes ressentis. Et en effet, si quelqu'un me montrait juste peut-être une extrême confiance en lui ou en elle ou quelque chose, je m'étais dit, waouh, cette personne, elle a vraiment confiance en elle. Et puis, ça me renvoyait, moi, mon manque de confiance pour cet exemple-là. Aujourd'hui, je me rends compte que ce que tu exprimes le plus à l'extérieur, mais de manière, tu vois, déséquilibrée, on en revient sur ces extrêmes, proportionnellement, t'as exactement l'opposé à l'intérieur. Et faire attention, en effet, je pense à ce qui nous est renvoyé à l'extérieur comme la surface, le joli vernis et le truc un peu parfait, idyllique, etc. Mais plutôt vraiment écouter ce qui n'est pas dit. Alors, dans l'analyse freudienne, moi qui ai une formation là-dessus, on te dit toujours que le visible, donc le sociable, c'est justement le masque. Et que la vérité n'est pas tant dans ça, et que justement, quand il y a quelque chose qui est fort, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu seras plus proche de la vérité en prenant l'inverse. Voilà, donc quelqu'un de très agressif, généralement, c'est un grand doute sur soi. Quelqu'un qui a un ego débordant, c'est comme si c'était un mécanisme de défense de sa part pour essayer de se rassurer à ce qu'il est lui-même et trouver tant faire se peut cet équilibre-là. Donc oui, le sujet, mais le sujet du cœur, c'est justement, si on prend ce courant-là, c'est central. Tu vois, dans toutes les analyses, ça tourne toujours autour de l'amour, parce que cœur, amour, ma foi, on n'en est pas loin. Bien sûr. Et tout tourne autour de ça. L'amour donné par les parents, l'amour donné soi-même à la personne qui t'accompagne, c'est un gros sujet. Et ce qui est marrant, moi je trouve, c'est que dans la rue, quand tu vois parce que ma fille quand elle raconte, oui, mais elle me dit, oui, t'imagines, ma copine, son copain il a fait ci, son copain il a fait là, et je lui disais, mais remarque dans la rue, quand tu es par exemple aux terrasses d'un bar et qu'il y a plusieurs groupes de gars ou de filles, tu vas voir que la plupart du temps les discussions sont celles-là. Ouais. C'est-à-dire les relations. La relation et l'amour. Ouais. Alors, il m'a fait mal, je lui fais mal, ou alors c'est génial, et oui, et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est central dans l'équilibre humain. Là aussi, une notion d'équilibre, c'est
c'est quoi l'amour et comment je me sens par rapport à ça. Et j'avais une collègue la fois dernière qui faisait un post sur LinkedIn et qui disait l'équilibre humain, c'est la tranquillité, le bien-être. Et pourtant, c'est une femme qui fait beaucoup de travail sur qui accompagne les gens dans leur développement, etc. Et donc, je réponds peu, mais là, cette fois-ci, mais en message privé, je lui ai répondu, je dis non. Enfin, à mon avis, l'équilibre d'un individu dans la vie, et depuis qu'il naît jusqu'à ce qu'il meure, c'est l'amour. Ouais. Voilà. Mais l'amour, c'est trouver le bon dosage. Et moi, je sais que mes enfants, par exemple, ma fille aînée, alors comme j'ai été papa très jeune, elle est toujours en recherche de ça. Seulement quand on a 20 ans, c'est sûr qu'on est soi-même enfant, donc peut-être on s'y prend moins bien que quand on a 30 ou 40. Bien sûr. Mais c'est toujours quelque chose donc moi qui sais le définir, c'est pas pour autant que j'ai su le faire. Mais en fait, alors le faire, le transmettre, c'est différent. Le vivre, le partager, le transmettre. Ouais, le transmettre quand il y a des enfants, c'est ça. Parce que il y a des choses que tu fais pas de l'ordre du conscient. Donc, comme je me suis dit, tu calcules pas tout ce que tu dois faire. Ouais. Tu sais, c'est comme les jeunes couples très très éduqués qui disent moi mon gamin je vais l'éduquer comme ci comme avec ça, avec une idée hyper voilà. cadrée. Je vais faire ci, je vais faire ça, et toi tu te dis dans ta tête tu vas faire du mieux que tu peux parce que de toutes les manières tu feras jamais bien. Et c'est ce que d'ailleurs quand tu apprends Freud, une de ses patientes, tu lui disais mais dites-moi comment être une bonne mère. Et alors, il y avait répondu, faites du mieux que vous pourrez parce que vous ne serez jamais une bonne mère. Exactement. Voilà. Donc, c'est avec tout ça que tu essaies de fonctionner. Et, mais après, si je ramène à l'entreprise, et quand il y a des postes de leader, enfin, des postes, leader, c'est plus une manière d'arriver à être un bon manager. Mais quand il y a des postes de direction, c'est très compliqué, là aussi, de pouvoir donner cette attention avec le cœur, et en même temps de faire respecter une règle. Voilà. De ton expérience en entreprise, c'est quoi pour toi la plus grande difficulté à un certain niveau? Parce que moi, comme tu le sais, donc j'ai organisé des voyages pour de hauts dirigeants pendant 10 ans, donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes à un niveau plutôt comité de direction. Donc si je me base sur ce niveau comité de direction, et si on pense à l'amour globalement, à tout ce qu'on évoque, le cœur, la tête, les relations, etc., c'est quoi, à ton avis, le plus grand challenge en Codir? Alors, le plus grand challenge, c'est entre le discours qu'il te faut avoir et la réalité des choses. Surtout, et après, ça dépend des boîtes. Si tu as une boîte qui est, par exemple, cotée en bourse, c'est très compliqué parce que le résultat sera la cible absolue et ça guidera tout le fonctionnement. Quand tu es dans une entreprise non cotée, il y a le fonctionnement. Il faut bien sûr une entreprise, sa vocation, c'est aussi qu'elle soit rentable, mais c'est une autre attitude. Et une entreprise familiale, alors là, c'est encore un autre fonctionnement parce que et que les gens de la famille sont aux manettes de l'entreprise, tu vas passer par justement des côtés je t'aime, je te hais, et les montagnes russes. Mais généralement, pour ta question sur un comité de direction, le CEO en principe, il a la vision, enfin je lui souhaite, et les valeurs humaines, il sait les définir et en général il sait les incarner. Bien que j'ai des noms de groupes, dont un dans le retail alimentaire qui vient de se faire bouffer par, c'est le cas de le dire, par Intermarché, donc on ne le cite pas, où son patron était un autocrate pas possible. Lui, le cœur, il faudra qu'il nous explique où il l'a mis.
Mais normalement, un CEO, la valeur humaine, puisque la valorisation même de l'entreprise se fait par ses actifs, mais aussi et donc par les gens qui la constituent. Et tu sais très bien que pour développer ton chiffre et ton résultat, si tu as pas ces gens-là, tu pourras mettre tous les énarques que tu veux au poste clé, ça ne fonctionnera pas. Donc lui, il l'a. Après, ce sont les autres en dessous. Et là, on commence les luttes de pouvoir. Rien que le fait que tu dises en dessous, bien que je sais que je sais bien qu'il y a une hiérarchie, mais rien que le fait que ce soit en dessous, tout de suite, c'est clair qu'il y a l'ego qui vient ressortir. Bonjour, ego. Oui. Et le pire, ce sont les gens qui ont été mis à ces postes-là et dont le costume est un peu trop grand. Alors, il y en a certains, tu peux les accompagner et ils ont l'état d'esprit pour évoluer et entendre ça. Mais souvent, il peut y avoir de la crainte, donc de l'agressivité. Donc, un grand manque de cœur parce qu'il y a eux qui est primordial et les autres sont uniquement le moyen pour leur permettre à eux d'être sur ces fonctions-là. Ils savent que sur ces postes-là, ils vont être 4-5 ans max et qu'après, ils partiront autre part. Donc, il faut qu'ils, dans ce laps de temps, ils aient délivré, montré surtout qu'ils aient délivré. Donc, c'est là où, sur ces fonctions-là, c'est plus difficile à ce qu'on ait cet équilibre de cœur dans le fonctionnement au quotidien d'une entreprise. Et le CEO, souvent, je trouve qu'on lui cache pas mal de choses. Et moi, dans la boîte où j'étais, plusieurs fois, j'ai connu 5 CEO, il y en a 2, même 3, ils se confiaient à moi parce que je pense qu'ils devaient ressentir ce cœur, ou alors cette écoute, et il se confiait à moi pour les difficultés qu'il rencontrait. Alors je trouvais que c'était bien parce qu'ils sont souvent seuls, je trouve. Enfin, plus t'es là ou plus t'es seul, en fait. C'est difficile aussi. Et il y en a même un, je lui avais dit, parce quand il voyait tous les gens, chaque fois, il disait bonjour, comment tu vas? Mais je voyais qu'il y avait personne qui lui posait la question. Et toi, comment vas-tu? Hormis le truc très ça va et de manière très rapide. Et une fois j'avais laissé un blanc et je lui avais dit et toi comment vas-tu? Et j'ai rajouté mais est-ce qu'on te pose souvent cette question d'ailleurs? Et il m'a dit non. Et il s'en était ouvert et après il m'appelait régulièrement. Alors moi je me disais bon j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait un truc ou quoi. Et puis c'était pour me parler. Et c'était compliqué parce que il était mon N+2. Et je sais que quand tu as cette casquette-là, c'est compliqué parce que tu es un peu sur le fil du rasoir. Il te faut savoir garder une distance d'écoute, en même temps d'empathie, mais sans trop y aller parce que il reste quand même le CEO et que les choses peuvent vite tourner. Et voilà. Et donc, au 3e, je lui avais proposé je connaissais quelqu'un qui avait tout à fait capacité à pouvoir l'accompagner et je lui avais proposé qu'il le rencontre et je lui avais dit parce qu'il te faut un endroit où tu puisses exprimer tout. Sans explication, rien, pas dans l'entreprise, c'est hop, délocalisé. Voilà, et que tu sois, tu pourrais me dire c'est du coaching, mais là je voulais quelque chose où on n'était pas, parce que le coaching, généralement, c'est pour défaire un nœud, c'est pour permettre quelqu'un qui prend une nouvelle fonction d'avoir toute la carrure ou régler un problème. Mais là, c'était vraiment pour qu'il puisse ouvrir toutes ses colères, tous ses plaisirs, tous ses remarques, que tu sais qu'en entreprise, tu ne peux pas dire parce que c'est pas bien que le CEO là-dessus puisse dire ou puisse avoir une critique sur l'actionnaire ou sur un autre collègue, etc. Et là, c'était libre de tout jugement. Oui, c'est la clé. Et je trouvais que c'était intéressant pour quelqu'un qui était à la tête d'une boîte qui faisait 3,5 milliards de chiffre d'affaires, coté en bourse, enfin dans un groupe. Et le groupe était coté. Et je trouvais que c'était intéressant pour lui. Et je me disais en plus que c'était vertueux pour l'entreprise parce que quand il est arrivé, il était beaucoup plus fort
en ayant eu la possibilité de dire ça. Et donc, il m'a dit OK. Donc, c'était toute une histoire pour organiser le rendez-vous parce que lui, il était à Lyon. J'avais réservé un endroit pareil parce que je voulais que le cadre soit correct. Ouais. Et le gars, il venait lui de l'Île-sur-Sorgue, donc il s'était rencontré. Et juste à ce moment-là, grand changement d'organisation. Les CEO du groupe changeaient, donc il fallait repartir à zéro et c'est tombé à l'eau. Mais je trouvais que c'était important. Donc sur la question t'avais semé cette graine du comité de direction, du comité exécutif, souvent le CEO est comment dire, a les éléments de cœur pour pouvoir faire avancer une entreprise où il y a beaucoup de collaborateurs à l'intérieur. Et j'ai souvent vu ces membres dessous qui, eux, leur ego ou leur crainte, étaient paralysés ou, comment dire, embrumés le fonctionnement de l'entreprise. À un tel point que souvent, et dans un siège social, on le retrouve, c'est que je disais, il y a facilement 30% de ton activité, elle est pour déjouer les coups foireux des uns et des autres. Ouais. Tu te rends compte, c'est dingue, c'est en interne déjà. Si j'avais à dire, alors moi je les appelais les baronnies, un peu comme à Versailles, quand il y avait le roi Soleil, et non pas que je mette un CEO au roi Soleil, mais j'aime beaucoup le parallèle qui intriguait. Ouais. Voilà. Et au niveau d'un siège social particulièrement, et avec souvent tu l'as ça. Souvent. Ouais. Mais ça me surprend pas parce que tu vois, quand on agit depuis son ego, pour moi, l'ego, c'est juste la protection, c'est un mécanisme de protection, donc de peur. Et pour moi, vu qu'on vit dans un système binaire, c'est l'amour ou la peur. Donc quand on est sur de l'ego, on est plutôt sur de la peur et on vient en contraction. On vient créer des problèmes, on vient créer des réactions qui, juste en une question, où on enlèverait peut-être une supposition, où on arrêterait de projeter, en fait, il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est ça, moi, qui me fait le plus de peine. C'est vraiment de se dire, parfois, à certains niveaux, on en oublie qu'on est des humains, qu'on est tous pareils, il n'y a personne qui est au-dessus ou en dessous, et que la clé de se sentir bien, c'est d'être en premier, en fait, bien avec soi-même, vraiment se sentir bien, savoir en quoi on est différent, parce que si on se compare plus, il y a plus vraiment de concurrence, donc tu sais, d'aller nourrir cette unicité, la renforcer, puis il y a plein de moyens aujourd'hui de le faire, et je me dis quel dommage en fait de se déconnecter de son humain, parce que je trouve aussi que c'est souvent ça qui amène des burn-out ou des situations où on n'est plus aligné, etc. Oui, et puis je voyais quand il y avait des réunions avec le CEO, le COMEX et puis les cadres dirigeants, donc qui dans une entreprise où ils sont vraiment aux manettes de l'activité, et que le CEO disait oui, entre nous, on peut se dire ce qu'on veut, et j'ai vu quelques cadres dirigeants exprimer, mais ils l'ont regretté. Ils l'ont regretté. Donc en fait, en soi, tu asphyxies une activité parce que ton ego, comme tu as un pouvoir et que le gars, il faut qu'il mange à la fin du mois, il sait que il va, s'il monte trop au créneau, ou alors s'il embête par ses questions, et j'entends, il faut pas que ce soit quelqu'un qui en permanence s'amuse à essayer de détruire le truc, c'est pas du tout ça, non. Mais que la question elle est vraiment, elle reflète un vrai problème, et il dit plus rien. Et quand il y a ça, ça veut dire que l'entreprise elle s'asphyxie, et donc ça veut dire que le CEO il a de moins en moins d'infos, parce que les informations en fait elles circulent plus, parce que les autres ils se disent je vais m'en prendre deux, donc stop. Voilà, donc il fait son boulot, et le propre d'une entreprise, du cadre dirigeant, c'est d'apporter une plus-value pour que l'entreprise se développe. Mais ça, en fait, ça se gangrène. Ouais. Ça gangrène. Ça vient pas d'un jour. C'est comme dans les relations amoureuses. On pourrait faire un parallèle. C'est pas du jour au lendemain. C'est en général une sorte d'accumulation de plein de choses. Et tu vois dans l'entreprise, il y a beaucoup et qui peuvent amener à ce que tu disais de burn-out. Moi, j'ai vu de suicide. Je t'en avais parlé. Pour leur ego. Tu te dis, mais
ils sont pas humains, quoi. C'est pas possible. Et alors, est-ce que c'est l'organisation qui procure ça? Parce que dans toute organisation, il faut une règle. Un cadre, parce que l'anarchie telle que Marx pourrait la développer, ça tient du côté idéal qui n'existe pas. Mais dans une organisation, donc, il te faut des règles. Mais après, de voir des gens capables de faire... Moi, ça m'a toujours estomaqué de voir que quelqu'un puisse se lever le matin et qui, dès qu'il met un pied dans l'entreprise, commence à pourrir la vie à tout le monde. Ouais. Et je l'ai vu, et je l'ai vu et revu. Et quand mon collègue s'est pendu avec une lettre à charge contre son harceleur qui était son N+1, waouh, ça en arrive là. Mon Dieu. Ça en arrive. Donc c'est ça le prix d'une vie, quoi. Tu te dis, oui, c'est ça. Et puis ça, après, il y a le turnover fait que les gens changent, ils oublient. Mais quand tu vis ça, c'est différent. Donc la loi maintenant pose quand même des jalons pour protéger suite à tout ce qui avait été fait chez France Télécom. Ouais. Mais alors je pense que ça a bien fait bouger les lignes. Mais dernièrement, je regardais aussi il y a un procès qui s'ouvrait d'un cardiologue, il me semble, à l'hôpital Pompidou, qui s'était défenestré. Okay. Et tué, donc, suicidé à cause de la pression qu'on lui mettait. Donc l'organisation, si tu veux, elle est, elle génère ça. Alors, quand il y a des problèmes comme cela, la loi, en principe, est là pour protéger. Donc, il y a tout ce qui concerne les risques psychosociaux. Et heureusement, alors, et après, c'est bien, c'est un peu le garde-fou. Quand tu prononces ce mot-là, enfin ces lettres-là, tout de suite ça effraie. Oui, mais et ce qui est terrible, c'est que pour mon collègue qui s'est suicidé, sa harceleuse, parce que c'était une femme, elle s'est posé la question, mais elle s'est dit mais que non, j'ai rien fait. Ouais, donc là, si t'as pas une part de responsabilité partagée, on peut pas faire avancer les choses. Ouais, un déni. Oui. Donc c'est pour ça que oui, c'est compliqué. Tu peux très bien. Alors moi, j'avais pris le parti pris de dire, et ça reprend un peu ce que tu disais, les choses que l'on ressent. Oui. Alors maintenant, avec l'âge et l'expérience, quand je ressens quelque chose, je sais qu'il y a eu des éléments qu'il me faudrait approfondir pour déterminer très précisément, mais qu'il y a eu suffisamment d'éléments qui m'interpellent. Et donc, par expérience, je me suis toujours aperçu que quand ça m'interpellait et qu'après ça se réalisait. Donc, et entre autres sur ces sujets de harcèlement, j'ai pris le parti pris que quand je le voyais, je montais au créneau. Voilà. Et que je posais un mot précis de harcèlement et de risque là-dessus. Parce que quand ce collègue s'est suicidé, tout le monde est venu nous voir. Alors, on a une avalanche de gens bien placés jusqu'à Londres qui venaient nous voir en nous disant « Mais pourquoi vous l'avez pas dit ?» On a dit « Mais si, on l'a dit. » Et le problème, c'est que quand ça s'est passé, c'était trop tard, surtout quand la personne est morte. Donc, c'est pour ça que et d'autres collègues qui étaient cas dirigeants comme moi, et on s'est dit, quand on voit, on dit. Ouais. Mais je crois que c'est important. On n'attend pas. Ouais, en fait. Et puis, au pire, c'est pas grave, tu vois, tu le dis, et c'est pas le cas. Peut-être que juste ça fait bouger les choses, mais au mieux, il y a quelque chose qui peut être fait avant que ce soit trop tard, quoi. Oui. Genre tirer la sonnette d'alarme. Et je voyais un problème de restructuration de tout le groupe qui et ça s'est passé 9 mois après le suicide. Et je gare ma voiture, donc je passe. Et comme moi, les gens, ils savent qu'ils peuvent me parler, donc je vois une fille qui travaillait à la DSI, donc les systèmes, et qui me dit, je lui dis bonjour, et je lui dis comment vas-tu? Elle me dit pas du tout, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'écoute un peu.
Et c'est une fille hyper pro, qui maîtrise son boulot, et elle m'explique que c'est du grand n'importe quoi. Alors, je me méfie du grand n'importe quoi parce que tout le monde a son avis sur tout, hein, dans une entreprise. Mais là, elle me donne des éléments où on voit que clairement, elle est, poussée à bout. Voilà, c'est ça. Poussée à bout. Et après, je continue. Je dis, ok, très bien. Je vois un gars qui s'occupe des projets. Alors, insomniaque. Il dort, c'est le gars, 3h30 par nuit. Et le reste du temps, c'est un furieux d'Excel, donc il est sur des tableurs et il gère ça. Et je le vois avec une tête de 3 mètres, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il travaille dans un autre service. Et il me dit, non, je pense qu'on arrive au bout du bout. Fait, et donc, et là, je reviens à mon bureau et je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ouais. Donc, comme l'écrit, je sais que dans une entreprise, a une valeur importante parce que tout le monde essaie de se protéger ceinture et bretelles. J'écris au DRH en lui disant, j'ai pas fait copie à tout le monde pour pas faire du style j'arrose la planète. J'ai simplement écrit en disant, voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà ce j'ai vu ce matin en arrivant en l'espace d'un quart d'heure. Je pense on vient de dépasser la ligne. Et que là, il y a une zone de danger. Et je préfère le dire tout de suite. Et il y avait, à cette époque-là, ça s'appelait un comité central d'entreprise. Il était juste à côté du DG, du CEO qui était là. Et il lui montre le mail. Donc, le CEO, il réagit tout de suite. Et là, à l'espace d'un quart d'heure, je me vois une avalanche de coups de fil, de mails, tout ça, de gens du COMEX. Parce que le CEO, il leur avait envoyé tout ça. Et voilà, et donc j'ai eu des appels le soir à 22h, le samedi matin, le directeur de la transformation qui m'appelle en me disant mais tu crois qu'il risque de faire des bêtises? Je dis mais c'est pas qu'il risque, c'est que ça existe, et la preuve. Ouais. Et comme j'avais pas noté, comme j'avais fait un écrit, et que fort du suicide qu'il y avait eu, plus il y avait une procédure judiciaire qui était en cours pour homicide involontaire, il y avait une histoire de responsabilité de l'entreprise par rapport à la pression. Si tu veux, il y avait des avocats qui coûtaient un prix faramineux qui étaient sur le sujet. Ils sont ici en plus. Il y a ça. J'étais pas allé jusque là, mais en fait ça fait une onde de répercussions incroyable. Mais du coup, après, pour te revenir sur le sujet du cœur et du CIO qui peut être éloigné des informations, et de la raideur de la part de tout le COMEX vis-à-vis de moi, comme il me voyait l'empêcheur de tourner en rond. Et mais en même temps, comme j'étais sur des sujets clés avec des informations hyper confidentielles, que je connaissais l'historique de tout le monde, ça faisait un peu de la dissuasion, quoi, en quelque sorte. Et voilà. Mais c'était voilà. Alors, tout ça pour revenir sur la question dans un COMEX, le CEO, oui, il va pouvoir fonctionner lui avec le cœur. Et je pense que c'est qu'il a très clair en tête quand il prend une fonction comme celle-là, et où il y a beaucoup de gens de collaborateurs dans une entreprise. Après, c'est tout ce qu'il y a au-dessous. Qui est très compliqué, et j'avais un collègue qui me parlait du syndrome du prêt immobilier. Je lui dis, c'est quoi? C'est quoi ça? Et il me dit, en fait, un cadre, tout le monde, mais il me donnait l'exemple des cadres sup. Mais quand ils arrivent à la quarantaine, ils ont marié, ils ont les enfants, ou ils vivent en couple, ils ont acheté la maison, voire l'appartement à la mer, et tout le package, et que donc ils sont endettés généralement à cet âge à un niveau très haut, et qui ferment leur gueule parce que ils se disent si je perds mon job, je vais me retrouver dans des situations très compliquées. Et donc, et voilà, je pense que pour un patron, ça doit être un des axes majeurs, comment arriver à garder ce contact avec les équipes au plus proches. Et là, dernièrement, j'en voyais parce qu'un patron, en soi, il peut être assis il occupe le siège. Il y avait une fille qui avait fait une thèse d'état.
sur la notion de la représentation de du poste de directeur général ou de CEO, et qu'à partir du moment où le siège était vide, ça inquiétait tout le monde. D'accord. Et quand il était là, même s'il faisait rien, ça sécurisait. C'est fou ça. Et parce que juste sa présence, en tout cas, oui, c'était le lien avec tout. Et puis, comme tu dis, oui, c'est la vision de cœur à la base. Donc, forcément, s'il est là, il quitte pas le navire, c'est rassurant, on peut le follow, quoi. Et donc là, le dernier patron que je connaissais, il disait, comme je te disais tout à l'heure, bon, entre nous, on se dit, et que sur 1h30 de temps dédié pour des questions-réponses, il y avait que 2 questions. Avec 90 bonhommes personnes dans la salle. Et là, moi, si j'avais été lui, je me serais posé une grosse question. C'est clair. Qu'est-ce qui fait que les gens n'osent pas ou ne posent plus les questions. Avoir de relationnel sur ce qui se passe, etc. Et la première ligne qui est autour de lui, en fait, lui masque énormément de choses. Ouais. Donc, et lui, ça n'a pas été le meilleur des CEO, et donc il est dans le fauteuil, il l'occupe. Donc, ça rassure un peu tout le monde. Mais je pense que la boîte, naturellement, là, elle, comme une espèce de lame de fond tranquille, mais qui arrive, elle s'asphyxie un peu. Ouais, ah, c'est hyper intéressant. Et on en revient sur les masques, parce que je trouve que, tu vois, quand on évolue dans sa vie, on a forcément, tu vois, nos expériences passées, familiales, etc., qui font que on porte un masque. Peut-être parce qu'on nous a dit qu'on était trop ci, trop ça, pas assez ci, banana. Et il y a un moment où, en général, en tout cas, je le souhaite à toute personne le plus tôt possible, bien sûr, mais il y a un moment où ce masque, il devient trop lourd à porter. Je trouve que, de ce que j'ai pu observer, les hommes ont la capacité à le garder très longtemps, ce masque, beaucoup plus longtemps que les femmes. Et je voulais savoir, toi, Michel, s'il y avait eu un moment dans ta vie où tu avais eu la sensation de porter un masque. Si oui, qu'est-ce qui a fait que tu as enlevé ton masque pour te libérer, tu vois? Alors moi, je porte un masque en permanence. Ah là là. En permanence. Personnalité, persona en latin, ça veut dire masque. Et je suis un vrai caméléon. Parce que je sais... c'est pour ça que beaucoup de gens me trouvent gentil. Parce que je sais avoir le masque qu'il faut en fonction de la situation. Mais dans ma vie, bien sûr, d'abord en étant gay, et j'ai dû porter un masque très longtemps. Là où aujourd'hui c'est des choses dont on parle sans aucun problème, mais dans les années 80 tu pouvais pas être dans une entreprise en disant voilà je suis homo, et là moi dans l'entreprise dans laquelle j'étais ça posait aucun souci. C'est plus simple quand il y a un certain niveau hiérarchique parce que on vient pas trop t'embêter là-dessus. Mais oui, quand au démarrage j'étais marié, j'avais mes enfants, c'est un sacré masque social quand même. De donner le change. Et après, quand tu es qui tu es réellement, ça aussi tu adaptes, et tu comment dire, tu fais attention, tu prends ce masque-là. Après, la deuxième fois où je l'ai enlevé, je pense, c'est quand tu as une certaine ancienneté. Moi, dans mon cas, c'était, alors c'est pas une vérité première, hein, mais c'est ce que j'ai vécu moi. C'est quand tu as une certaine ancienneté dans l'entreprise, que tu es reconnu, que tu as délivré des choses qui ont plu, et que le feedback qu'on te donne est très positif, et donc on te fait confiance. Là, tu peux être toi-même. Tu peux être toi-même. Même s'il y a une sorte d'éducation spécifique à l'entreprise qui fait que tu sais un peu jusqu'où tu peux aller. Et après, l'autre masque, c'est... je prends masque comme personnalité, hein, je prends pas masque comme un faux semblant. Ouais, d'accord, j'entends, ouais. Et c'est avec tes enfants. Et parce que surtout... quand ils sont tout petits, tu as l'impression que la vie c'est toujours ça, tout le temps, parce qu'ils sont tout petits. Simplement, quand ils arrivent à l'adolescence, déjà se jouent des choses pour eux qui sont un peu compliquées pour les parents à supporter. Et puis après, quand ils commencent à faire leur vie, qu'ils se marient, qu'ils ont leur vie, c'est toi qui pars derrière
pour essayer de les, de les avoir. De plus, il y a un tiers qui est là au milieu, c'est-à-dire le mari. Et donc, quand il y a tout le monde qui se réunit, alors là, crois-moi que le masque, tu le prends, hein, parce que si tu veux pas que ça parte en vrille, en plus, quand ils sont relativement jeunes, ils sont sûrs de leur certitude. Donc, il y a des discussions qui partent et toi, tu te dis, waouh, si je dis moi réellement mon avis, ça va partir en vrille. Donc, ok, tu tempères, tu dis rien, tu écoutes. Si tu veux que les choses se passent correctement, dans ces moments-là, tu prends un vrai masque que tu endosses et pour que ça se passe bien. Parce que le but, c'est pas tant que tu aies donné ton avis, fait en sorte que tout le monde se rallie à ton idée, etc. Le but, c'est que ça se passe bien. Parce que le temps passe tellement vite que tu veux pas non plus que chaque fois qu'il y ait une rencontre avec tes enfants et les maris et que ça parte en vrille, mais c'est compliqué. Il y a 2 questions qui me sont venues simultanément. La première, c'était tu penses que c'est quoi le plus beau cadeau d'être toi-même aujourd'hui que tu fais à tes enfants ou que tu as fait? Alors, je pense que le plus beau cadeau, c'est d'être qui tu es et surtout de ne pas leur mentir. Parce que la particularité d'un enfant, c'est que quand tu mens, il pense que c'est lui qui est la cause. Et donc, tu lui mets un poids sur les épaules incroyable. Et tu vois, moi, quand j'ai divorcé et j'étais avec mon copain, c'était pas tant le sujet que je sois avec un homme, c'était le sujet que je puisse mentir et ne pas dire. Et que je pense qu'à partir du moment où tu poses les choses très clairement avec eux, je pense que c'est la chose sur ta question, la meilleure chose que tu puisses leur offrir. Parce qu'en fait, tu leur enlèves un poids. Ça libère tellement. Et comme ça, il n'y a pas, il y a pas les interprétations, il n'y a pas les doutes, il n'y a pas les remises en question. Elles avaient quel âge tes filles quand vous avez divorcé du coup? Alors l'aînée, elle avait 17 ans. Ouais, donc et la plus petite, elle avait 9 ans. Ouais. Donc c'est pas non plus des périodes qui sont faciles et je trouve ça incroyable de pouvoir transmettre le fait que finalement il y a un safe space entre toi et tes filles, tu vois, où on peut se dire les vérités quand on est prêt. Il y a beaucoup de respect et d'amour. Et tu vois, moi, la définition de l'amour pour moi, c'est la vérité. Tu vois, c'est que je l'ai un gros sujet au même niveau. Alors oui, après dans le couple, si je pense à la vérité, moi je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et qu'il faut un peu un jardin secret. Alors quand je dis ça, une femme, elle pourrait penser que si son copain ou son mari ou compagnon lui ment, il la nie ou il la il la bafoue en quelque sorte. Mais non, c'est pas. Et je te donnais un exemple. Ouais. Et alors j'avais 25 ans, c'était assez rigolo. Mais je bougeais pas mal, je voyageais pas mal pour le boulot, tout ça. Donc ma foi peut-être. Et puis en étant papa depuis un moment. Et on avait des amis de couple. Et c'est très rigolo, les amis de couple, parce que là aussi, c'est socialement, c'est très posé. Tu te vois simplement pour des dîners. Tu connais pas la vie de l'un dans le détail, ni la vie de l'autre dans le détail. Mais tout ce petit monde est très entendu. Les enfants sont jeunes, ça va. Les discussions sont très ordonnées et organisées. Très bien. Et ce copain-là, qui était donc le mari d'une très bonne amie à mon ex-femme, et un gars très beau, grand, blond, les yeux bleus, belle réussite professionnelle, parle très belle éducation, parle très bien, enfin le mec à l'aise. Et quand il descend, il y a sa petite voisine, une jeune fille, une gamine qui devait avoir, je sais pas, 12, 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça.
Et comme on dit dans le Sud, elle le badait, c'est-à-dire qu'elle l'admirait. Et un matin, il prend sa voiture et il y avait un papier sur sa voiture et la gamine lui faisait sa déclaration. Oh, fichette. Et donc, on était au sport tous les deux et il me raconte ça. Et il me dit, c'est bête qu'elle ait pas 3-4 ans de plus parce que sinon, je me laisserais bien payer. Et alors, il me dit, qu'est-ce que je fais? J'en parle à ma femme ou quoi? Alors, je dis, franchement, en plus connaissant sa femme, ça aurait été un tremblement de terre. Je dis, moi, si j'étais toi, je dirais rien. Et je me tairais. Et comme ça, tu vis bien et ta femme est heureuse, toi tu es heureux et ça file. Et quelques temps plus tard, on était chez eux et sa femme, qui avait un sacré caractère aussi, et elle est arrivée vers moi en me disant je te remercie pas des conseils que tu donnes à mon mari. Oh putain, qu'est-ce qu'il était pas allé dire? Alors je lui ai dit, mais c'est quoi les conseils? De pas dire que la gamine, la voisine, l'avait draguée, etc. Et là, j'avais une envie de lui dire, mais t'as pas dit la fin de la phrase. Parce que la fin de la phrase, c'était, si elle avait eu 3-4 ans de plus, je me laisserais bien payer. Et je me suis tu parce que je me suis dit, je me ferais plaisir à moi en lui balançant et comme ça, je lui cloue le bec. Mais en même temps, je vais lui faire très mal. Ouais. Et que peut-être, lui s'est défaussé en racontant ça, en me mettant le singe sur mon épaule, en disant, voilà, c'est Michel le pas gentil. Je dis, bon, allez, ce rôle-là, je peux l'encaisser, c'est pas grave. Mais que si je lui disais toute la vérité, je pense qu'elle était assise et ça le remettait pas. Donc voilà, sur une question. Tu vois, j'entends complètement. Et moi, je vais préciser pourquoi je dis que pour moi, amour et vérité, c'est la même chose. C'est parce que pour moi, quand tu t'aimes vraiment, mais profondément, depuis un niveau de conscience aussi où tu as cheminé et tu t'aimes, du coup, tu es vrai avec toi-même. On vient vivre des expériences dans nos relations, mais ça revient toujours à nous d'une certaine manière. Donc, t'es vrai à toi-même. C'est pour ça aussi que quand on dit « Ah, il m'a trompé, elle m'a trompé, etc. » En premier, c'est la personne elle-même qui s'est trompée, qui n'a pas été dans sa vérité. C'est juste pour ça que moi, j'associe en fait l'amour et la vérité, parce que les deux sont très beaux et les deux peuvent aussi faire très mal. Mais que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, tout comme tout le monde n'est pas prêt à aimer avec aussi les épines et les roses, quoi. Alors ce sujet, je pense que quand justement j'avais 20 ans et mon ex-femme, elle adorait regarder Cosmopolitan, des trucs comme ça. Ouais. Et il y avait toujours l'article de Malade qui disait « Oui, s'il fait ça, dites-lui ça, parce que c'est pas bien, enfin, concernant les mecs. » Et je vois qu'aujourd'hui, c'est encore les mêmes sujets. C'est toujours les mêmes. Parce que c'est ce que je te disais, ce que je te racontais tout au début, dans une terrasse de café, quand il y a des groupes de jeunes gens, leur sujet central, souvent, l'amour, ça va pas être la couleur de la voiture, mais il m'a dit ça, il m'a fait ça. Ok. Et après, je comprends le sujet de dire, je suis aligné avec moi et la vérité et l'amour. Et peut-être mettre à côté le couple. Et peut-être encore deux choses différentes. Mais deux personnes, quand elles se mettent ensemble, c'est parce qu'elles s'aiment. Et là aussi, s'il y a une courbe ascendante où c'est merveilleux, merveilleux, et puis à un moment donné, ça va aller au clash. Et puis les années vont se faire, il y aura des enfants ou pas, et la vie va se construire, etc. Il y aura le prêt immobilier, qui sera toujours là. Le fameux syndrome primo. Et puis après, il va avoir l'herbe plus verte ailleurs. Et tu te dis, c'est quoi? Et aujourd'hui, je pense que, donc à 62 ans, je me dis que quand on a passé ça, l'histoire du couple, et par rapport à l'amour, il faudra voir comment tu le définis, mais c'est qu'est-ce que tu construis. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu sais qu'il y a une histoire d'herbe plus verte à droite ou à gauche. Oui. Ouais. Alors, le côté très judéo-chrétien, c'est il y a moi et que moi. Mais en même temps, si tu regardes que d'un point de vue très sexuel, par exemple, c'est peut-être compliqué d'imaginer toute ta vie qu'avec une personne,
etc. Bien et que sûr. tu peux, voilà. Mais c'est quoi que tu décides? Parce que là, c'est de l'ordre du conscient. C'est qu'est-ce que tu décides. Et j'ai vu, moi, j'avais une amie, c'était rigolo parce que elle avait un amant et qui était, qui avait un haut poste au ministère de l'Intérieur quand il y avait Pasqua. Et c'était un proche de Pasqua. Et donc, lui était marié, il habitait vers là où il y a la Tour Eiffel, tu sais, les jardins là. Ok, ouais. Donc, très bel endroit. Et il y avait un agreement qui était fait entre sa femme et lui. C'est-à-dire que elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Lui, il était là. Toutes les fêtes de famille, les vacances, voilà. Il y avait quelques soirs dans la semaine qui n'étaient pas là. Il pouvait y avoir des fois 2-3 jours, il n'était pas là. Et il était avec notre ami là, parce que on la connaissait. Mais c'était très rigolo parce que quand on allait la voir, il y avait toujours des voitures de garde du corps qui étaient en bas de l'immeuble pour surveiller. Donc j'imagine qu'on avait été fichés. Mais là, tout ça pour te dire que dans la vérité et l'amour, savoir où tu mets la vérité. Et cet équilibre encore que tu souhaites, c'est voilà. Alors moi je dirais plus, tu vois, en réfléchissant à ce que tu dis, c'est la notion de respect aussi. Au fur et à mesure, quand tu as passé un temps de ta vie avec quelqu'un, c'est comment tu le respectes. Et si en effet il y a une herbe plus verte à droite ou à gauche, et si c'est au détriment et que tu respectes pas la personne et c'est quoi ta réflexion sur ton respect? C'est comment je me respecte moi-même pour accepter ou pas quelque chose. Et ça, franchement, il n'y a pas de voie unique là-dessus. Non, c'est ça. Il n'y a pas une bonne réponse. C'est ça et c'est difficile d'ailleurs de trouver une réponse en soi. Chacun, voilà. Et quand je vois des gens qui me disent, voilà, ça fait 6 mois, je suis avec, c'est le bon, tout ça, ok, ben super. Mais à mon avis, tu le connaîtras pas avant 3-4 ans. Tout à fait. Puis après, il va avoir le syndrome de la chaussette qui traîne et la facture EDF qui arrive, et etc. Mais voilà. Bien sûr. Et ça va avec son lot. En fait, je pense que les gens voient tellement l'amour, en tout cas le couple, en l'idéalisant et en voyant que le côté rose, positif, etc., qu'ils ne sont pas prêts tu peux pas accepter la lumière sans l'ombre, déjà de soi-même. Mais tu vois, ça montre aussi à quel point les gens se connaissent assez mal, parce que si t'as conscience de toi-même tes parts d'ombre, comment est-ce que tu peux croire que ton partenaire n'en a pas? Et que du coup, ça ne va pas en avoir, tu vois, il y aura pas des conséquences sur la relation, qui est finalement une entité faite de 2 personnes, composées d'une part d'ombre et d'une part de lumière chacune. Donc, oui, puis souvent il y a le déni qui t'arrange. Ouais, bah oui. Parce que je veux pas avoir ça, ou j'accepte pas ça de l'autre, mais moi je me permets d'eux, etc. Bien mais sûr. après, si on rentre dans l'histoire du respect, il y a l'histoire aussi de la jalousie, mais et encore souvent, pour moi, la jalousie, c'est l'expression d'un doute sur soi. C'est d'autres choses. Par d'ombre, et etc. sur chacun. Mais donc, sur la vérité et l'amour, oui. Je vois qu'on arrive à comprendre en tout cas l'un l'autre ce qu'on veut, tu vois, ce qu'on veut se partager, et que surtout je pense aussi qu'on a une vision, enfin je veux pas parler pour toi, mais qu'on a une vision de l'amour qui est presque au-delà, tu vois, de juste du couple. En fait, il y a une forme d'amour plus grand qui nécessite aussi une plus grande construction, qui a un lien avec l'amour de soi, l'amour, l'essence de soi, sa pleine réalisation. Justement, on parlait avec une amie qui se dit mais je suis malheureuse parce que je suis seule. Et alors je lui ai pas dit parce que je me suis dit, sinon là ça va partir comme dans une guerre, mais pour moi d'abord si tu es bien avec toi-même et que tu es heureux d'être là toi-même seul, la personne qui va venir c'est du plus. C'est du plus. Oh là là, merci Michel. Par contre, si tu es pas bien avec toi-même et que tu penses que c'est la personne qui va venir à côté de toi et qui va te donner ton équilibre, c'est mort.
C'est mort. Tu crées une dépendance tout de suite. Donc, alors je dis pas que partir en vacances, les gens te pensent, oui, je suis seul, le restaurant, machin. Oui, bien sûr, moi je vais pas au resto seul. Mais tu as des amis, tu peux arriver à tes vacances aussi à les agrémenter, à ne pas partir seul si tu veux pas partir seul. Mais il y en a qui aiment bien. Mais ce sujet-là, c'est que d'abord, il faut que si tu es avec toi-même bien aligné et tu n'as pas peur de faire face à toi-même. Voilà. Et moi, je l'ai vécu, ça, parce que j'ai toujours vécu avec quelqu'un. De l'âge de 20 ans jusqu'à 58 ans. Ah ouais. J'ai jamais été seul. Wow. Et c'est pas que je cours après, c'est que les événements se sont passés comme ça. Et donc, quand je me suis retrouvé seul, je me suis dit, waouh! Parce que l'organisation de vie, ma foi, quand tu es deux, elle se fait naturellement. Le week-end, les choses s'embrayent, tu râles pas, tout ça, mais les vacances, les amis, les dîners, tout ça, boum, l'organisation, elle se fait. Quand tu es seul, il y a que toi qui décides. Donc, de quoi j'ai vraiment envie. Si tu attends qu'il y a quelqu'un qui vienne te charger dans ton canapé, c'est mort. Si tu attends que te dire mais c'est bête, si j'étais avec quelqu'un, je pourrais aller au théâtre ou je pourrais aller voir quelque chose, une expo quoi. Si tu peux pas le faire seul, c'est compliqué. Voilà. Donc si tu le fais avec quelqu'un, tant mieux. Bien que moi je préfère aller voir les expos seul. Bah oui, je suis invitée ce soir, je sais même pas pourquoi. si, je t'ai donné l'objectif. C'est pour aider, pour que tu prennes du plaisir, mais pour aider quelqu'un. Tu vois. Donc il y a une opération de cœur là-dedans. Tu sais, tout à l'heure, j'avais dit j'ai 2 questions. La deuxième, c'était juste, c'est quoi ton rapport au temps? Alors, quand il y a 62 ans, le rapport au temps, et quand tu passes à soixantaine, moi je m'étais dit à 60 ans je suis vieux. Donc ça y est, j'ai passé le cap, je suis vieux. Tu le penses encore ça? Que t'es vieux? Tu le penses là encore aujourd'hui que t'es vieux? Ah oui. Ouais. Okay, de toute façon, tu le penses, plus vieux oui, mais là oui, 60 ans oui, parce que c'est voilà, c'est un âge qui commence à être respectable. Mais je suis d'accord. Après, j'ai gardé comme principe du rapport au temps de ne pas, mais ça je l'ai depuis un moment, de ne pas m'inquiéter de ce qui va arriver, ni de regarder en arrière avec des regrets. Donc mon rapport au temps, il est que sur le temps présent. Et parce que je trouve que quand on y est, il y a que ça qui existe. Et qu'en soi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas factice le temps futur? Et après, je sais qu'il y a des âges qui sont plus compliqués parce que surtout il y a la maladie et que la machine du corps est usée et donc tu fais moins de choses. Et puis la maladie, bien sûr. Je touche ma tête, les cancers, Alzheimer, des trucs comme cela. C'est sûr que si tu as Alzheimer, le temps n'est plus parce que tu déconnectes et il y a que ton corps qui est là et toi, tu es arrêté sur un espace-temps particulier. Mais la notion de temps pour moi, elle n'est que le présent. Donc, je profite du moment présent et je ne m'angoisse pas du futur. Ni je me retourne en me disant mais avant. Et ça, de tout temps, pour moi, ça a été. J'ai eu toujours beaucoup de mal à regarder des vidéos, des films d'époque où il y avait mes parents, tout ça, parce que c'est trop dur pour moi. Donc, je me protège aussi en procédant comme ça. Et je disais à mes filles la fois dernière, mais j'ai fait exprès. J'aurais dit, si vous avez des questions à me poser, il faut les poser maintenant, parce qu'il me reste plus que 20 ans à peu près à vivre. Si je prenais l'échelle, j'ai pris la moyenne de mes parents, 80, et puis, de ma famille, je sais à peu près jusqu'à quel âge la machine dans cette famille-là fonctionne. Mais j'ai posé de manière absolue une date, et alors ça les a effrayés, et en me disant, mais tu peux pas dire ça. Objectivement, si, parce que je sais que il ne me reste que ça, et il me reste moins devant que ce que j'ai vécu. Donc je pourrais, à partir de ce postulat, ou de ce côté très objectif du temps, commencer à m'inquiéter.
et me dire ah mais c'est angoissant ou... Et je te donne 2 exemples. Le premier, mon dentiste. J'ai une phobie des dentistes. Et il y a un client, un patient qui il devait absolument faire des implants. Et il y avait un coût, bien sûr, mais il a dit non, je j'investis pas sur mes dents parce qu'il me reste plus longtemps à vivre. Et là, tu te dis, mais le présent, pourtant, il est là. Oui. Donc, le plaisir d'avoir, il pouvait se le payer. Hein. C'est pas quelqu'un qui était dans le besoin ou quoi. C'est comment dire, les opérations, il pouvait les financer. Et donc dire, j'attends la mort. Et après, le deuxième exemple, c'était le patron de Fiat, un des premiers patrons qui avait 92 ans et qui a un cocktail, disait Amanda Lear. Donc c'est pas la référence, mais elle est d'un point de vue intellectuel intéressante. Et était un cocktail, il disait je vous laisse parce qu'il faut que je parte à Ibiza. Je dois. Alors il dit mais pourquoi vous partez là-bas? Moi, 92 ans, c'était pas le lieu non plus où. et il lui dit parce que je fais construire ma maison et je veux suivre le chantier. Incroyable. Donc en fait, tant que la vie est vie et que la maladie quand même n'est pas là, le temps est le réel. Donc tu le vis. Voilà. Et tu fais avec les contraintes des années qui t'imposent de tu te reposes plus, tu es un peu moins vif et voilà. Et ça tu fais avec. Mais le temps présent, c'est uniquement la valeur que j'utilise aujourd'hui et je me refuse à être dans une espèce d'anxiété alors naturellement je suis très optimiste donc de nature, donc je suis pas, mais dès que j'ai des pensées en me disant mais pouf, j'arrête tout de suite et je profite du moment, ce qui veut dire que il peut y avoir des déjeuners avec des amis, il peut y avoir une expo dans une église, il peut y avoir un moment de vacances et c'est bien, et ça peut être aussi un moment où je suis seul sur mon canapé, tranquille. Un moment de présence dans le présent. Et ça, voilà. Donc, mon rapport au temps est celui-là. Parce que je pense que quand moi, de ce que j'ai vécu, c'est quand tu as 20 ans, 30 ans, tu penses que le temps est éternel. Oui. Parce que tu n'as pas cette notion. Et c'est que quand aussi tu perds des gens qui te sont, des gens que tu aimes autour de toi, que tu les perds, ça te ramène aussi à une réalité de ce qui est le temps. Alors, il y a des gens qui mettent le temps et ils y adjoignent un élément de spiritualité pour gérer ça. Voilà. Et un copain, une fois, qui est très, très catholique, je lui dis, tu vois, en fait, c'est mal fait. Il faudrait faire. D'abord, on meurt. J'adore. Et après, on vit. Mais on vit de manière éternelle. Et alors, il me dit, oui, mais la vie éternelle. Je fais, ouais, ok. C'est ça, et là, chacun sa vérité. De toute façon, merci infiniment, Michel, pour cette discussion, tu vois, qui nous a emmenés sur des sujets qu'on pensait peut-être pas forcément aborder. Donc, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. La question que je pose toujours, la dernière question, c'est comment tu te sens après cette heure qu'on a passée ensemble? Bien, parce que j'ai profité du temps présent. Merci beaucoup.